Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument central pour comprendre le monde qui nous entoure, le commerce international. Et l'objectif qu'on se fixe est assez simple. Vous donner toutes les clés pour décrypter les bases du commerce international et tout ça en moins de 10 minutes. Le défi est lancé, alors on y va? Pour commencer, je vous propose une petite énigme, une question qui peut paraître un peu étrange. La France et l'Allemagne sont deux géants de l'automobile, on est d'accord. Alors pourquoi est-ce qu'ils s'échangent des voitures? Pourquoi ne se contentent-ils pas de vendre chacun leur production sur leur propre marché? C'est ce paradoxe qui va être notre fil rouge. Alors, pour résoudre cette énigme, on va suivre un plan en 4 temps. D'abord, on va poser les bases, les fondements historiques. Ensuite, on se penchera sur ce fameux commerce entre pays qui se ressemblent, comme la France et l'Allemagne. Puis, on fera un zoom sur les entreprises, qui sont devenues les vrais pilotes du jeu mondial. Et enfin, on plongera dans l'éternel débat, libre-échange ou protectionnisme. Allez, première étape, on revient aux fondamentaux. La question de base, c'est mais pourquoi les pays ont-ils commencé à échanger entre eux? Les premiers grands économistes nous ont laissé des théories qui sont encore essentielles aujourd'hui. Tout commence avec une idée qui a vraiment tout changé, celle de David Ricardo au XIXe siècle, l'avantage comparatif. L'intuition derrière est juste géniale et assez surprenante. Elle nous dit que même si un pays est moins productif qu'un autre pour tous les biens, il a quand même intérêt à se spécialiser et à échanger. Comment? En se concentrant sur la production pour laquelle il est, disons, le moins mauvais, ou au contraire, là où son avantage est le plus écrasant. Prenons l'exemple classique de Ricardo. Pour produire du vin comme du drap, le Portugal a besoin de moins d'heures de travail que l'Angleterre. Il a ce qu'on appelle un avantage absolu. On pourrait donc se dire, l'Angleterre n'a rien à échanger. Eh bien non, c'est là que Ricardo intervient. Si on regarde bien, l'avantage du Portugal est beaucoup plus fort sur le vin, tandis que l'Angleterre se débrouille relativement mieux sur le drap. La logique est donc que chacun se spécialise sur son point fort relatif. Le Portugal fait le vin, l'Angleterre fait le drap. Et en échangeant, à la fin, les deux pays auront plus de richesses que s'ils avaient tout fait chacun de leur côté. C'est ça la magie de l'avantage comparatif. Un peu plus tard, d'autres économistes sont venus compléter cette vision, avec une autre idée clé, les dotations factorielles. En fait, c'est assez simple. Un pays va se spécialiser en fonction de ce qu'il a en abondance. Est-ce qu'il a beaucoup de capital, c'est-à-dire des machines, des usines, ou est-ce qu'il a surtout beaucoup de travail, une main-d'œuvre importante? Pour que ce soit bien clair, regardons un exemple moderne. L'Allemagne, c'est un pays riche en capital, en technologie. Elle va donc logiquement se spécialiser dans des secteurs qui en demandent beaucoup, comme l'automobile. À l'inverse, le Bangladesh a une main-d'œuvre très abondante. Il va donc se spécialiser dans des productions qui nécessitent beaucoup de travail, comme le textile. Chaque pays joue avec ses meilleures cartes, en quelque sorte. Bon, d'accord. Ces théories expliquent très bien pourquoi l'Allemagne échange avec le Bangladesh. Mais ça n'explique toujours pas notre question de départ sur l'Allemagne et la France. On entre ici dans ce qu'on appelle le puzzle du commerce intra-branche. Le commerce intra-branche, c'est tout simplement l'échange de produits du même type, de la même branche, des voitures contre des voitures par exemple, entre des pays qui se ressemblent beaucoup, qui ont un niveau de développement similaire, et tenez-vous bien, aujourd'hui ça représente la majorité des échanges mondiaux. Alors, quelle est la clé de cette énigme? Le mot magique, c'est différenciation. Les produits ne sont pas tous identiques. Une voiture allemande n'est pas une voiture française. On distingue la différenciation verticale, qui joue sur la qualité, le luxe, et la différenciation horizontale, qui joue sur la variété, le style, la couleur, l'image de marque. Au fond, la raison est simple, on aime tous avoir le choix. Et ça nous amène tout droit à notre troisième point. Parce que, pour comprendre le commerce aujourd'hui, il ne faut plus seulement regarder les États. Non, les vrais acteurs, les chefs d'orchestre, ce sont les firmes multinationales. Pour comprendre comment elles fonctionnent, il y a un concept absolument incontournable, la chaîne de valeur mondiale. L'idée, c'est de faire éclater la production. Au lieu de fabriquer un produit de A à Z dans une seule usine, on découpe le processus en plein de petites étapes. Et chaque étape est envoyée dans le pays qui est le meilleur pour la réaliser. L'exemple que tout le monde connaît, c'est l'iPhone. La conception, le cerveau, ça se passe aux États-Unis. Les composants high-tech viennent de Corée du Sud, du Japon, les matières premières sont extraites aux 4 coins du monde, l'assemblage, lui, se fait principalement en Chine ou en Inde, et à la fin, la vente est mondiale. Ça, c'est l'exemple parfait d'une chaîne de valeur éclatée à l'échelle de la planète. Et tout ça, bien sûr, a un objectif, la compétitivité. C'est un mot qu'on entend partout. Être compétitif pour une entreprise ou même pour un pays, c'est simplement sa capacité à vendre ses produits face à la concurrence mondiale. Et cette compétitivité, à la base, elle repose sur l'efficacité des entreprises, sur leur productivité. Il y a 2 grandes façons d'être compétitif. D'un côté, on a la compétitivité prix. Là, le but est de produire moins cher pour vendre moins cher. Et de l'autre, on a la compétitivité hors prix.
Ici, on ne se bat pas sur le prix, mais sur la qualité, l'innovation, le design, l'image de marque. Pensez aux marques de luxe ou aux voitures allemandes. Elles ne sont pas les moins chères, loin de là, mais leur réputation leur donne une énorme compétitivité hors prix. On arrive maintenant au cœur du réacteur, au grand débat politique qui traverse l'histoire du commerce mondial. Faut-il ouvrir grand les frontières, c'est le libre-échange, ou au contraire, faut-il protéger son économie, c'est le protectionnisme? On a vraiment deux visions du monde qui s'opposent. D'un côté, les défenseurs du libre-échange nous disent « ouvrez tout ». Plus de concurrence, ça veut dire des prix plus bas, plus d'innovation et plus de choix pour tout le monde. De l'autre côté, les partisans du protectionnisme répondent « attention ». Il faut protéger nos emplois, donner le temps à nos nouvelles industries de grandir et garantir notre souveraineté sur les secteurs stratégiques. Cette idée de protéger les industries naissantes a d'ailleurs été très bien théorisée par l'économiste Friedrich List. Sa formule résume tout. Le protectionnisme est notre voie, le libre-échange est notre but. L'idée, ce n'est pas de se fermer pour toujours, c'est de mettre des barrières le temps que ses propres entreprises deviennent assez solides pour affronter la concurrence mondiale. On parle de protectionnisme éducateur. Mais attention, le protectionnisme n'est pas magique et il comporte de vrais risques. Déjà, on perd tous les avantages du libre-échange. Les prix augmentent, le choix diminue. Et puis, sans concurrence, les entreprises sont moins poussées à innover. Mais surtout, il y a le risque de représailles. Si on met des barrières, nos partenaires commerciaux risquent de faire la même chose et on peut vite se retrouver dans une guerre commerciale où tout le monde est perdant. Un dernier point qui est crucial, c'est l'effet du commerce mondial sur les inégalités. Et là, c'est un bilan en demi-teinte. D'un côté, la mondialisation a permis de réduire les inégalités entre les pays. Des géants comme la Chine ou l'Inde ont pu se développer à une vitesse folle. Mais de l'autre côté, elle a tendance à augmenter les inégalités à l'intérieur des pays riches, en mettant les travailleurs les moins qualifiés en concurrence directe avec la main-d'œuvre mondiale. Voilà, si on devait résumer tout ça en une phrase, le commerce mondial a complètement changé de visage. On est passé d'un simple échange de produits finis entre pays différents à un immense réseau hyper complexe, piloté par des firmes multinationales. Et cette nouvelle donne alimente forcément un débat sans fin sur les règles du jeu. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question grande ouverte pour l'avenir. Face aux crises que l'on connaît, la crise écologique, les tensions géopolitiques, est-ce que le protectionnisme est en train de faire son grand retour? La réponse à cette question dessinera très certainement le visage du commerce de demain. Merci beaucoup de nous avoir suivis.